Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous demander pourquoi nous ne voyons pas d'extraterrestres avec le paradoxe de Fermi. Dans cette vidéo, je vais tout d'abord vous énoncer le paradoxe de Fermi, puis je vous fournirai une solution pour savoir si c'est une antinomie, c'est-à-dire une preuve que les hypothèses de la physique de l'époque étaient fausses, un paralogisme, c'est-à-dire que le raisonnement n'est pas valide, ou si c'est un waouh, c'est étonnant, c'est-à-dire que la conclusion est correcte malgré son apparence. Si ma dernière intervention était difficile à comprendre, je vous conseille de regarder ma vidéo introductive sur les paradoxes que je vous ai mise en fiche. C'est bizarre. Ah non, je crois que j'ai compris. Mais non, c'est absurde. Fermi fait remarquer que l'univers a 14 milliards d'années et que la Terre n'en a que 4,5, ce qui signifie qu'il n'est pas improbable que quelque part dans l'univers, la vie se soit développée des milliards d'années avant celle sur Terre. Dire le contraire reviendrait à nous croire particuliers dans l'univers. Or, scientifiquement, on refuse de faire cette hypothèse. Elle peut être vraie, mais égocentrique, ce qui, par le passé, a ralenti les découvertes. Ce n'est pas une attitude épistémique fertile. Donc, il est raisonnable de penser que quelques civilisations extraterrestres se sont formées quelques milliards d'années avant nous. Or, en voyant la prouesse technologique que les humains ont réussi à élaborer dans la capacité de mouvement, notamment hors de la Terre, en une centaine d'années, et sachant que la progression risque d'être exponentielle, il semble naturel qu'une civilisation ayant abouti à notre niveau de développement il y a des milliards d'années devrait déjà avoir colonisé son système planétaire, puis de proche en proche les systèmes planétaires voisins. Et avec le temps, il devrait avoir colonisé toute la Voie lactée. Le rayon de la Voie lactée est de 52 850 années-lumière, ce qui est énorme. Mais pour traverser la Voie lactée en 1 milliard d'années, il suffit d'avoir une vitesse de l'ordre de 15 km par seconde. Cela paraît rapide, mais l'objet le plus rapide confectionné par l'humain, qui est la sonde solaire Parker, avait une vitesse près de 100 km par seconde, ce qui est bien plus rapide que les 15 km par seconde. Donc il semble qu'une civilisation extraterrestre, ayant une avance de milliards d'années, peut arriver à des vitesses bien plus grandes que les nôtres. Or, en cherchant des extraterrestres, on n'en trouve pas, ce qui fait que nous avons un raisonnement amenant à penser qu'il devrait y avoir des contacts extraterrestres, mais qu'on ne les observe pas. C'est cela le paradoxe de Fermi. Où sont-ils, bordel ? Je vous laisse mettre sur pause pour que vous réfléchissiez à ce paradoxe pour savoir ce qui pose problème. Est-ce que ce sont les hypothèses qui posent problème, le raisonnement qui ne serait pas valide, ou la conclusion qui serait étonnante mais correcte? Une manière de sortir du problème est de faire remarquer qu'une civilisation nettement avancée par rapport à nous pourrait utiliser des moyens de communication basés sur des lois physiques extrêmement différentes de ce que l'on connaît. Donc s'ils utilisent autre chose que des ondes électromagnétiques, ils nous sont invisibles. Ils pourraient être tellement avancés qu'ils communiqueraient par ondes gravitationnelles par exemple, ou avec des phénomènes que l'on ne connaît pas. Nous ne serions donc pas capables de capter leurs signaux. Cependant, cette résolution est insatisfaisante car s'ils ont colonisé toute la Voie lactée, alors le système solaire aussi devrait en faire partie, et donc il devrait y avoir physiquement sur Terre. Or, force est de constater qu'il n'y en a pas sur Terre. Donc le problème reste entier. Il ne suffit pas d'expliquer que l'on ne reçoit pas leurs signaux. Dans la même idée, il y a une autre solution qui est très élégante. Elle part de l'analogie que lorsque des fourmis croisent des humains en voiture sur le bord de la route, elles ne se rendent pas compte que nous sommes passés. Pour les extraterrestres, cela pourrait être la même chose. Les extraterrestres en question seraient tellement avancés par rapport à nous qu'ils pourraient être dans les parages, mais que nous serions incapables de les détecter avec nos outils rudimentaires. Et dans cette idée, il faut aussi supposer que les extraterrestres ne sont pas curieux de nous étudier de la même manière que nous étudions les animaux non humains. À moins qu'ils décident de nous étudier à distance pour ne pas interférer sur nos comportements. Cela correspond à la théorie du grand zoo terrestre. Cette solution plaît beaucoup aux fans de science-fiction et est parfaitement cohérente, mais je ne pense pas que ce soit la vision la plus simple et donc je vais fournir d'autres solutions. Une autre proposition de solution est que chaque groupe de colons a une certaine probabilité de continuer l'exploration et une certaine de s'arrêter, ce qui fait qu'il y aurait aléatoirement des zones de la Voie lactée non visitées et on ferait partie de l'une de ces zones. Vous pouvez regarder cette simulation informatique où l'on voit qu'il y a des trous. Mais la méthode la plus classique de parler de ce problème est la notion de grand filtre. Sans filtre, il devrait y avoir des colons intergalactiques. Or, nous n'en observons pas, donc il doit exister un filtre l'empêchant. L'apparition de la vie peut finalement être beaucoup plus rare et difficile qu'on ne le pense, mais il peut y avoir d'autres filtres en regardant comment la vie s'est déroulée sur Terre. Il y a un risque d'échantillonnage, mais étant le seul cas d'apparition de la vie que nous connaissons, nous devons faire avec tout en sachant qu'il reste possible qu'il existe des formes de vie très différentes. L'apparition de la vie multicellulaire, l'absorption d'un équivalent à la mitochondrie,
l'apparition d'êtres similaires aux animaux, l'apparition de la vie suffisamment intelligente pour faire des voyages dans l'espace sont autant de possibilités de filtres que nous aurions franchis. Si tel est le cas, peut-être que le peu de civilisations ayant franchi tous ces filtres n'aurait pas une grande avance sur nous, et donc ils n'auraient pas eu le temps de coloniser la Voie lactée. Mais le filtre peut très bien être après nous, par exemple la capacité à ne pas s'autodétruire par la guerre ou en détruisant la biodiversité. Ce qui fait que si on découvre de la vie pas si lointaine ayant passé certains des filtres, alors ce ne serait pas vraiment des filtres, et donc avec cette idée de filtre, si on découvre de la vie extraterrestre, plus elle aura franchi de filtres, plus il sera probable que le grand filtre soit devant nous, et donc que l'humanité ne partira jamais de la Terre. Personnellement, ce qui me semble être un filtre infranchissable est la distance faramineuse entre les systèmes planétaires, qui sont de l'ordre de 5 années-lumière. Donc la lumière doit mettre 5 ans pour nous parvenir. Cependant, les vitesses des objets suffisamment lourds pour faire déplacer une colonie ne peuvent pas être trop grandes. Il faudrait une quantité colossale d'énergie. Une vision intuitive de cet argument est de dire que comme il n'est pas possible d'aller plus vite que la lumière, les temps de voyage sont beaucoup trop longs. Mais en fait, cet argument est une méprise de la relativité restreinte. Parler de durée sans dire qui la mesure n'a aucun sens. Or, dire qu'une planète A est à 5 années-lumière d'une planète B signifie que si une base sur la planète A regarde un vaisseau décoller pour arriver sur la planète B, alors la durée mesurée pour les chercheurs sur la planète A sera nécessairement plus grande que 5 ans pour respecter la vitesse inférieure de la lumière. Cependant, cela ne veut en aucun cas dire qu'en prenant une montre à bord du vaisseau, il faudra au moins 5 ans pour atteindre la planète B. Le temps propre des habitants du vaisseau peut d'ailleurs être aussi petit qu'on le souhaite. Pour cela, il suffit d'avoir une vitesse très proche de celle de la lumière du point de vue de la planète A. Il est parfaitement compatible avec les lois de la physique que le vaisseau parcourt une distance de 5 années-lumière en moins d'une seconde avec un temps mesuré à l'intérieur du vaisseau. Un vaisseau spatial de 100 tonnes allant à 1/5 de la vitesse de la lumière aurait une énergie cinétique de 30 000 fois l'énergie dégagée par l'explosion d'Hiroshima. C'est une énergie colossale et inatteignable, surtout en sachant que plus on a besoin de consommer d'énergie, plus le vaisseau doit être lourd pour contenir les sources d'énergie, et donc plus il doit y avoir d'énergie pour atteindre la même vitesse. Si on prend ce même vaisseau, la vitesse qu'il doit atteindre pour ne pas demander d'énergie plus qu'une dizaine d'explosions d'Hiroshima est de 0,4% de la vitesse de la lumière, ce qui est tout de même énorme. L'objet le plus rapide fabriqué par l'homme a atteint la vitesse de 0,02% de la vitesse de la lumière. Pour la suite, prenons une vitesse de 0,1% de la vitesse de la lumière. Pour aller à une distance d'une année-lumière, pour passer d'un système planétaire à l'autre, il faudrait donc un millénaire. Le raisonnement du début de la vidéo disait qu'il suffisait d'aller à 15 km par seconde pour traverser la Voie lactée en 1 milliard d'années, suppose implicitement que l'on peut faire des petits trajets par petits trajets. Mais s'il fallait faire des petits voyages par petits voyages, la distance ne serait pas un filtre. Mais le problème est qu'il faut faire soit des voyages extrêmement longs, soit des voyages avec beaucoup trop d'énergie. Vous pourriez me rétorquer qu'avec une avance technologique très avancée, ils peuvent passer outre ce qui nous semble être des limitations. Mais force est de constater que les extraterrestres ne semblent pas là, et donc c'est peut-être un indice disant que ces limites sont bien des limites infranchissables. Cette vidéo étant maintenant terminée, je vous laisse vaquer à vos occupations, au revoir.